Bonjour. Aujourd'hui, je vous ai donné rendez-vous devant la réplique de boutique Ultima, la boutique dans laquelle j'ai travaillé pour parler de la guerre des consoles, la vraie guerre des consoles, c'est-à-dire la guerre des 32 bits, et plus précisément PlayStation versus Sega Saturn. Alors bien sûr, il y a eu la Nintendo 64, mais ça, j'en parlerai dans une émission à part, spécifique pour cette console, parce qu'elle est sortie un peu après les deux autres. Et pour moi, elle est à part dans cette guerre des consoles. Nintendo, ils avaient un positionnement qui n'était pas le même que Sega et Sony sur le marché. Voyons voir un peu ce que Sega et Sony nous ont préparé. Alors, je mets un petit peu de lumière. Et voilà. Comme ça, on pourra admirer les deux boîtes des deux rivales, des consoles rivales. Et pour bien faire, même, il faudrait que je positionne donc Virtua Fighter ici. Comme ça, on est pas mal. Alors, juste ici, la V-Saturn, c'est une Saturn produite par Victor, parce que Sega n'était pas les seuls à produire la Saturn. Il y avait aussi Victor qui fabriquait aussi des composants pour Sega, et donc qui avait fabriqué des consoles. Mais la console Saturn, la première, c'est celle-ci, avec cette mythique boîte jaune, blanche, or. Euh, Ça, c'est celle que j'ai eue à Noël 1994, juste quelques semaines après la sortie japonaise. Il faut savoir que Sega était très attendu sur ce marché des 32 bits, puisque quand même la Mega Drive, la Genesis, tout ça, c'était mythique. Et puis Sega, c'était le numéro 1 de l'arcade à l'époque. Et on avait entendu dire que Sega proposerait des adaptations de leurs plus grands jeux d'arcade 3D sur la Sega Saturn. Donc bien sûr, on avait tous envie de jouer à ces nouveaux jeux 3D, ce qu'on n'avait pas vraiment pu faire avant, puisque la 3DO n'était pas arrivée à convaincre qui que ce soit avec ces jeux. Donc on était vraiment sur une grosse attente. Ce qui n'était pas du tout le cas avec la PlayStation. Personne n'attendait la PlayStation. Déjà parce que Sony n'avait aucune expérience dans le jeu vidéo. Alors quand je dis aucune, c'est quasiment aucune. Ils avaient sorti par exemple Hook, qui était tiré du film sur Mega CD, mais c'était très très moyen. Graphiquement, c'était pas moche, mais c'était un jeu de plateforme ultra basique. Donc on se demandait ce que Sony venait faire dans ce milieu. Pourquoi Sony venait perturber la guerre qui nous allait très bien pour la majorité des gamers entre Sega et Nintendo. Nous, on était très contents de cette dualité. Sega-Nintendo, ça allait à... Pour... Beaucoup de gamers étaient contents de ça. Sauf que Sony, ils avaient une revanche à prendre. Et ça, c'est assez hallucinant comme histoire. Alors, je pense que la plupart d'entre vous connaissent l'histoire. Mais ça vient du fait qu'à la base, Nintendo devait développer un lecteur pour la PlayStation. Pour pouvoir comprendre ce qui a motivé Sony à rentrer sur le marché du jeu vidéo et produire sa propre console, il faut revenir à l'époque de la Super Nintendo. À l'époque, Nintendo voulait développer un lecteur CD-ROM pour sa console. Et c'était donc Sony qui avait été choisi pour développer ce lecteur qui est mondialement connu sous le nom de PlayStation. Il y a d'ailleurs un prototype qui a été vendu dernièrement aux enchères, je crois à peu près 100 000 dollars, qui était le seul prototype sur le marché. C'était Sony qui devait développer le lecteur CD-ROM de la Super Nintendo. Sauf que lors du CES de Las Vegas de 1992, je crois, Nintendo a publiquement annoncé qu'il développerait le lecteur CD-ROM avec Philips, alors que Sony n'était même pas au courant de cela. Donc je vous laisse imaginer la tête du patron de Sony qui constate que Nintendo est en train de les trahir en direct devant le monde entier. Et suite à ce camouflet, le patron de Sony a décidé de mettre le paquet sur le développement de la PlayStation. Et ça sera Sony qui développera tout seul sa console, sans Nintendo, sans Sega, parce Sega avait aussi essayé de se rapprocher de Sony pour faire une console en commun, mais ils n'étaient pas arrivés à un accord.
parce que Sega Japon ne voulait pas. Pendant 2 ans, Sony va développer avec son ingénieur de légende, The father of the PlayStation, Mr. Ken Kutaragi, Phil. Oh, it's exciting. It's an honor for me. la PlayStation, qui sera une machine avec une technologie totalement inédite, qui a été conçue par Sony de A à Z. Sony avait développé tous les composants de cette console, ce qui n'était pas le cas de Sega, qui lui devait acheter des composants aux autres, comme Matsushita, Motorola, Victor. Donc ça faisait énormément d'intervenants, et qui augmentait aussi considérablement les coûts de production de la Saturn. Donc pendant que Sega était en train de concevoir sa console, alors il faut penser aussi que Sega avait en tête de développer une console 2D ultra puissante, enfin une espèce de Mega Drive ultra puissante, parce que le concepteur de la Mega Drive avait en tête que l'avenir des jeux vidéo était encore en 2D. C'est une erreur majeure de la part de cet ingénieur, même s'il était brillant, il n'avait pas su anticiper ce que Sony avait anticipé en concevant une console entièrement dédiée à la gestion des jeux 3D. Sega, donc, au milieu du développement de la Saturn, a eu vent des caractéristiques techniques de la PlayStation, et là ils ont pris peur, ils se sont dit ouh là on a un truc là, Sony est en train de développer une machine ultra puissante, on ne peut pas ne pas réagir. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont rajouté un processeur quasiment au dernier moment dans la console pour pouvoir gérer la 3D, sauf que ce processeur rentrait en conflit avec l'architecture qui avait été élaborée pendant 2 ans, ce qui complexifiait énormément la programmation des jeux sur la Saturn, alors que la PlayStation, qui elle avait été conçue pour ça dès le départ, avait une architecture déjà très simple. Donc quand on ouvre par exemple une PlayStation et quand on ouvre une Saturn, au niveau des composants électroniques, ça n'a rien à voir. Dans la PlayStation, il n'y a pas énormément de composants électroniques, alors que la Saturn, c'est d'une complexité absolue. Et d'ailleurs, ça a pénalisé énormément de développeurs parce que c'était trop complexe de faire tourner des jeux 3D sur Saturn. Alors Sega y arrivait parce qu'ils avaient une équipe de programmeurs, de génies qui étaient aussi habitués à faire des miracles en arcade, mais c'était quand même très compliqué. Donc le jour de la sortie, me voilà avec ma Saturn et donc ce jeu légendaire Virtua Fighter. Donc voici Virtua Fighter 1. C'est le jeu que j'ai eu avec la Saturn à Noël 1994. Donc comme on voit, bon, il est pas en 3D polygonal texturé, mais quand même il était très très bien réalisé. C'était le premier jeu à sortir avec la Saturn. Il avait eu un grand succès au Japon. C'était vraiment un jeu culte au Japon, Virtua Fighter. Et puis c'était le premier grand jeu de combat en 3D. Et il était magnifiquement converti sur la Saturn. C'était pas gagné de faire tourner ce jeu sur la Saturn. Donc là on peut bien voir quand même qu'il y a des petits bugs d'affichage, de clignotement. Là on le voit bien là maintenant. Mais ça reste de très bonne facture. Et donc pour contrer le succès de Ridge Racer et de Toshinden, qui eux étaient avec des textures, Sega a sorti Virtua Fighter Remix. Et on va regarder ce que ça donne. Je viens de lancer Virtua Fighter Remix, sorti quelques mois après la première version, clairement pour concurrencer la PlayStation, puisque ce jeu n'est pas sorti en arcade, c'était uniquement pour la Saturn. On voit les différents copyrights d'ailleurs, 93 arcade, 94 première sortie Saturn et 95 pour cette sortie du remix. Donc là, par rapport à ce qu'on a regardé tout à l'heure, ben là, le jean de Sarah, ou là, tous les vêtements, on voit bien les textures qui ont été apposées. La peau qui est mieux réalisée, il y a moins de bugs aussi d'affichage. Alors c'est les mêmes musiques, c'est exactement les mêmes routines. Là on voit bien aussi le visage, les visages des combattants, beaucoup mieux réalisés.
Voilà, donc ça c'était le premier pas vers Virtua Fighter 2, qui fut le jeu le mieux réalisé sur Saturn, mais on en parlera en suivant. Quelques semaines après, à Ultima, donc ici, nous avons reçu le premier exemplaire de la PlayStation qui venait de sortir au Japon, que personne n'attendait. Hein. Bon, elle était chère, en plus en import, c'était difficile de l'acheter. Et puis surtout, on connaissait quasiment aucun jeu. Il y en avait bien un là dont on avait entendu parler parce qu'il était sorti en arcade. C'était Ridge Racer. Alors bon, moi ça me disait pas grand chose parce que c'était un jeu de bagnole. Je n'étais pas un gros fan des jeux de bagnole à part Daytona et Sega Rally. Mais bon, je rentre dans le magasin, je vois la PlayStation et je vois donc ça tourner sur l'écran. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Le jeu était incroyable. J'avais jamais vu tourner de la 3D comme ça dans un magasin, enfin à la maison. Oh, je ne pensais pas que c'était possible d'avoir ce genre de texture, puisque là, enfin de ce genre de graphisme 3D, puisqu'il faut bien se rendre compte que quand Sega avait sorti donc Virtua Fighter, qui était en 3D polygonal non texturé, sur PlayStation et dans Ridge Racer, on avait, là on peut le voir, de la 3D texturée partout. On voit les herbes sur le bord de route, la route aussi qui est magnifique, sur les voitures aussi, on voit qu'il y a de la 3D texturée. Il y en avait partout, hein. Tout est comme ça. C'était quasiment de l'arcade perfect. Sur le moment, je me suis dit, bon, c'est un jeu de bagnole 3D, ok, il est beau, mais bon, moi ça m'intéressait pas. J'avais été quand même bien impressionné par les graphismes, mais je m'étais dit, bon, Sega va sortir mieux, notamment j'attendais Sega Rally qui allait sortir bientôt. Je me suis dit, voilà, et Daytona USA en arcade, qui était beaucoup plus beau évidemment que ce Ridge Racer. Seulement, allait-il pouvoir tourner avec des graphismes de l'arcade sur Saturn? Au début, Sony, bon, les clients, même au Japon, il y a beaucoup de gens qui ont acheté la PlayStation aussi pour acheter Ridge Racer, mais il n'y avait pas énormément de jeux aussi qui sortaient sur PlayStation. Donc le début, ça donnait, on sentait qu'il y avait du potentiel, mais ça donnait pas vraiment envie. Alors que sur Saturn, ben, on savait qu'il y allait avoir tous les portages des jeux d'arcade. Moi, je me souviens, j'attendais qu'une chose, c'était Sega Rally. Et il est sorti en 1995, je crois. Donc la même année ou un an après la version arcade. Et là, on avait vraiment un jeu qui était très très beau. C'était un des premiers vraiment beaux jeux 3D sur Saturn, très fluide, avec des textures très bien réalisées. Donc on était contents, les fans de Sega. On s'est dit, ah ben voilà, la Saturn finalement, quand elle est bien programmée, elle est capable de sortir des jeux qui peuvent rivaliser avec la PlayStation. Bon, il y avait quand même pas mal de clipping, plus que sur PlayStation, mais bon, on était quand même content. Et là, on se disait, ben, on va avoir une adaptation de Daytona qui devrait être totalement géniale. On avait vu les photos dans les magazines, donc les photos avaient l'air prometteuses. Enfin, ce qu'on voyait avait l'air prometteur. Et donc, moi, j'achète ce jeu. Quand il arrive, je l'attendais, mais comme le Messie. Et le voici débarqué sur Saturn, Daytona USA. J'avais passé des heures à jouer à la version arcade. C'était vraiment un jeu magnifique. Bon, il tournait sur ce qu'il y avait de mieux en technologie 3D au monde. Sega, ils avaient vraiment une longueur d'avance sur la 3D, avec le département AM2 notamment, qui avait développé ce jeu. C'était magique. Et les photos, bon, ça avait l'air correct. Sauf que quand on le mettait dans la console, là on voyait il y avait une pauvreté des graphismes, les textures étaient pas belles, hein, l'animation était pas fluide, enfin, vraiment ça donnait un côté pas fini au jeu. Et on voyait surtout que là Sega avait vraiment galéré à faire une conversion de l'arcade. Alors c'est normal, hein, les bornes elles coûtaient je sais pas combien de dizaines de milliers d'euros. Là il fallait faire un jeu sur une console qui coûtait
400 ou 500 euros à l'époque avec l'inflation, on remet avec l'inflation. Donc c'était pas possible de faire une adaptation Arcade Perfect. Mais Sega Rally s'en rapprochait plus que Daytona qui malheureusement a été raté. Alors après ils ont sorti quelques années plus tard Daytona USA Circuit Edition. C'était plus beau, c'était plus fluide, mais c'était trop tard malheureusement, donc on en reparlera plus tard. Je ne parle même pas de l'adaptation de Virtua Racing qui n'avait quasiment aucun intérêt puisque c'était déjà une technologie totalement dépassée. C'était de la 3D polygonale alors qu'on était déjà sur de la 3D texturée partout, sur à peu près tous les jeux, donc ça n'avait aucun intérêt de sortir Virtua Racing. La guerre entre Sega et Sony. Là, on commence à rentrer dans le dur. Les premiers jeux Saturn étaient de qualité moyenne, bon, ce qui est normal, hein, puisque souvent les premiers jeux au lancement d'une console n'exploitent pas à fond les capacités de cette console, ce qui est logique. Bon, sauf que la PlayStation, déjà Ridge Racer, il exploitait déjà très très bien les possibilités de la console. Donc c'est vrai que c'était assez effrayant pour Sega de constater qu'ils allaient devoir faire très très fort pour concurrencer cette machine. Donc qu'est-ce qu'on a eu comme jeu intéressant sur cette console? Alors, on va d'abord commencer par la Saturn. Donc après Virtua Fighter, il y a eu tout un tas de jeux. Moi j'attendais vraiment la conversion de Sega Rally. Et alors là j'ai pas été déçu parce que franchement il était magnifique. Alors par contre il y a un jeu qui exploitait magnifiquement les capacités de la console. C'était Dead or Alive. C'était un jeu de combat qui était de très très beau niveau. Tecmo, qui était l'éditeur, ils étaient déjà connus pour faire des jeux bien réalisés, mais là celui-ci était magnifique, les textures superbes, les décors, la 3D fluide. Alors je ne parle pas du petit détail qui faisait la différence chez les gamers de l'époque, c'était au niveau des petits détails croustillants pour les mecs sur ce jeu. Je pense que tous les gamers qui ont essayé ce jeu à cette époque voient de quoi je veux parler. Alors bien sûr la Saturn, elle a été connue pour ses magnifiques conversions des jeux d'arcade de Capcom notamment. Alors là on a eu des merveilles, hein, des petites bombes comme X-Men. Après il y a eu X-Men versus Street Fighter qui est mon préféré. Marvel versus Street Fighter qui était incroyable aussi. Vampire Savior, alors ça c'était la suite de Vampire Hunter qui était aussi un excellent jeu de combat de Capcom. Et d'ailleurs les jeux Capcom, c'était la même chose pour les jeux SNK. On voit que les boîtes sont plus épaisses. J'en prends un ici. Ah bon, ça c'est le mauvais bien sûr, c'est Ultraman. Voilà un jeu SNK. Donc cette compile de Samurai Spirit, elle était vendue avec une cartouche RAM de 4 mégas supplémentaires. Alors on va la voir. Voilà un panel des cartouches disponibles à l'époque sur la Saturn. Donc la cartouche 4 mégas de Capcom, elle est là. Elle est trop belle d'ailleurs, transparente. Donc ça permettait de se rapprocher vraiment du jeu d'arcade. Alors franchement c'est quasiment de l'arcade perfect, surtout sur celui-là. Là, moi je voyais pas de différence avec la version arcade. Il était magnifique ce jeu. Bon, la boîte elle est c'est la perfection. Et le jeu aussi, c'était la perfection, l'animation parfaite. D'ailleurs ils ont jamais réussi à convertir de la même manière les jeux 2D sur PlayStation. C'était à peu près la seule chose que PlayStation n'arrivait pas à aussi bien faire que la Saturn. Les jeux 2D, là, il y avait quand même une différence. Là, sur Saturn, c'était du quasi arcade perfect, alors que sur PlayStation, soit ça ramait, soit ils étaient obligés d'enlever des frames d'animation pour pouvoir faire tourner le jeu. Donc ça, c'était vraiment magnifique sur Saturn. Pareil, la conversion aussi de Metal Slug était grandiose. J'ai passé des heures dessus. On a eu aussi ce jeu, Street Fighter Alpha 2. 02 en version japonaise, Alpha 2 en version occidentale. Alors ça, c'était une merveille
aussi au niveau de l'animation, c'était sublime. Et celui-ci aussi, alors qui est devenu très rare maintenant, le 03, qui est parmi les jeux les plus rares de la Saturn en version japonaise. Il est sorti un peu sur la fin, et déjà il y avait moins d'engouement pour les jeux de combat 2D, c'était devenu quelque chose qui était vraiment très hardcore gamer. Les gens, le marché était en train de changer, d'évoluer, justement à cause ou grâce à la PlayStation. La PlayStation était en train d'imposer de nouveaux standards, et ce qui était à l'époque la mode, c'est-à-dire les conversions de jeux d'arcade, on le voit bien sur les jeux Sega, c'est très très clair, énormément de conversions de jeux d'arcade, que ce soit donc Sega Rally, Daytona USA, Die Hard Arcade. Alors Die Hard Arcade d'ailleurs, il était basé sur une technologie Sega qui permettait de faire tourner des jeux d'arcade et Saturn, de faire des conversions arcade Saturn très, très faciles. Donc cette technologie, c'était le STV. Ça, c'est la version arcade du jeu Die Hard Arcade. Donc c'est assez marrant parce que c'était comme une cartouche, on dirait une grosse cartouche de jeu vidéo. Donc il y avait une carte d'arcade, là que je n'ai pas ici, il y a une carte d'arcade dans laquelle on insérait ces cartouches. Graphiquement, c'était moins bien que certains jeux d'arcade de Sega, comme par exemple Virtua Fighter 2 ou 3 après par la suite et tout ça. Mais ça permettait de réduire les coûts de production des jeux, qui va avoir des jeux en arcade et sur Saturn de quasiment même qualité. On voit qu'il y a quand même beaucoup de jeux d'action, mais il n'y a pas ce qu'attendaient les gamers de cette époque et que la PlayStation a réussi à faire, c'est-à-dire une transition dans ce marché pour apporter énormément de jeux d'aventure. Alors là, on va faire un petit peu le tour de certains jeux PlayStation. Donc les débuts de la PlayStation, des quelques conversions, notamment de Ridge Racer, puis aussi des jeux comme Toshinden. La deuxième partie, Sony a déroulé un nombre de jeux, il suffit de regarder les versions européennes ici ou même japonaises ou américaines pour s'apercevoir de l'étendue des jeux sortis sur cette console. C'est incroyable. Moi je me souviens particulièrement de Final Fantasy VII parce que quand la PlayStation est sortie, moi je la voyais d'un mauvais œil, la PlayStation. Vraiment c'était une console que j'aimais pas. Et quand j'ai vu les premiers screenshots dans les magazines de FF7, là je me suis dit, bon, là c'est la fin. Hein. C'est la fin pour tous les autres d'ailleurs. Parce que le jeu était magnifique d'une part. Et puis c'était surtout le fait que Squaresoft était passé de Nintendo. Squaresoft ne développait en exclusivité pour les consoles Nintendo. Et suite à une embrouille avec Nintendo, une de plus, décidément Nintendo à cette époque, ils étaient quand même pas cool, notamment avec Namco, ils ont rompu les liens avec Namco, ils ont rompu les liens avec Squaresoft, ils ont rompu les liens avec Sony. Bon, ça les a pas desservis sur la suite, parce qu'ils ont quand même réussi à rester déjà dans la course et à rester un des leaders dans le monde du jeu vidéo. Mais quand même, Final Fantasy VII, c'était un coup de grâce. Et ça a réussi à imposer Sony, à avoir la légitimité aussi qu'ils cherchaient depuis des années. Donc la légitimité, ils l'ont eu à travers Final Fantasy VII, mais pas que. Ils l'ont eu aussi à travers les Crash Bandicoot. Pour moi, un cap, ça a été quand même le premier Resident Evil. Même s'il est sorti, comme on peut le voir ici, sur Saturn, il est où? Il est là. Même s'il était sorti sur Saturn, quand on pense à Resident Evil, on pense pas à la version Saturn, on passe directement à la version PlayStation. Et puis de toute façon, après, la Saturn n'a pas eu Resident Evil 2, le 3. Par contre, quand on pense à Tomb Raider, qui fut aussi un des jeux iconiques des années 90, peu de gens se souviennent qu'il était sorti en premier sur Saturn. Sega avait réussi à avoir un accord d'exclusivité de quelques mois avec Core Design pour que le jeu sorte en premier sur Saturn et en suivant sur PlayStation. Alors il était un peu mieux réalisé sur PlayStation, puisque la gestion de la 3D était plus facile à programmer comme on disait précédemment, mais quand même la version Saturn était de très très bonne facture, c'était vraiment un très beau jeu sur cette console, même peut-être un des plus jolis de cette époque. Pardon. On revient sur la PlayStation. Donc effectivement là Sony commence à dérouler parce qu'il y a les Resident Evil, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi un énorme jeu qui a fait la différence sur cette console, c'était
Gran Turismo. Gran Turismo développé par Sony, donc c'était un des premiers vraiment grands jeux Sony développés en interne, et c'était graphiquement une claque. Là, même pas que graphiquement, c'était un des premiers jeux de simulation de voiture sur console en 3D. Parce qu'avant, on n'avait que des jeux d'arcade. On avait on en parlait tout à l'heure, hein, sur Saturn, il y avait Daytona, il y avait Sega Rally, et on avait aussi Virtua Racing, bien sûr. Il est là, Virtua Racing. Et il y avait aussi sur PlayStation des jeux comme V-Rally, qui ont eu d'ailleurs énormément de succès. Mais ça, c'était vraiment quand même des jeux typés arcade, même s'il y avait une part de simulation dans V-Rally. Là, sur Gran Turismo, on était dans un autre cap au niveau de la simulation de voiture. Et je me souviens, moi j'étais en magasin quand ce jeu est sorti. C'était un succès incroyable. Alors le succès phénoménal, c'était Gran Turismo 2. Je crois que c'était une des meilleures ventes de la console, d'ailleurs, avec Tekken 3 qui est ici. D'ailleurs, Tekken 3 qu'on avait vendu en import, vendu des quantités astronomiques. Un autre jeu qui, moi, m'avait plu sur cette console, c'était Driver. Alors, bon, c'était pas un grand jeu, mais il était super fun. Bon, maintenant, quand on le revoit tourner, graphiquement, il a vieilli. Mais quand c'est sorti, c'était excellent, notamment pour ceux qui ont connu ce jeu, le mode survie, qui était vraiment très très fun, où il fallait échapper, il fallait tenir sans se faire éclater. En Europe, quand la PlayStation est sortie, d'ailleurs je l'ai acheté moi avec ce jeu, je n'avais pas acheté cette version de la PlayStation, puisque moi elle ne m'intéressait pas, les jeux qui sortaient, c'était pas ma cam, donc je n'avais pas acheté la version japonaise. D'ailleurs je la remets ici sur son display. Mais j'avais acheté la version française, la voici, la toute première, quasiment le jour de la sortie de la PlayStation. Je l'avais acheté parce qu'un pote voulait absolument jouer avec moi. Il avait acheté la PlayStation aussi avec Wipeout. Alors Wipeout, c'est un jeu révolutionnaire. Ce jeu, quelle est la particularité de ce jeu, à part qu'il était révolutionnaire en son temps, mais révolutionnaire pour quelle raison? Alors déjà graphiquement bien sûr, moi je n'avais jamais vu une 3D aussi fluide, une animation 3D aussi rapide, c'était vraiment bluffant à l'époque. Et d'ailleurs quand j'ai acheté la PlayStation, mon pote a voulu voulu qu'on l'achète tous les deux, donc on a acheté deux PlayStation pour le mode Link et on y a joué sur deux télés séparées, donc un LAN, le premier LAN que j'ai fait moi en réseau local. Ça, c'était un souvenir mémorable. Bon, il fallait amener une télé donc de ce type-là chez un pote, plus la console, les câbles, les manettes. Enfin, c'était quand même un gros bordel, mais c'était vraiment novateur. Le seul mode multijoueur qu'on avait fait avant ça, c'était Mario Kart. C'est pas la seule chose à savoir sur Wipeout. Quand Sony a décidé de sortir la PlayStation dans le monde entier, ils ont eu une stratégie de localisation, c'est-à-dire qu'ils ont fait en sorte que chaque territoire ait des jeux compatibles avec les mœurs de ce territoire. Au Japon, il y a eu Ridge Racer, il y a eu après beaucoup de RPG qui ont suivi, de jeux typiquement japonais aussi très rapidement après. Mais en Europe, il fallait un jeu phare pour la sortie de la PlayStation. Et c'est donc Wipeout qui a été développé justement comme jeu phare de la sortie de la PlayStation, mais pas par n'importe quelle entreprise. On peut le voir là, le logo. Psygnosis en français. Sony a cherché à développer des jeux, puisque eux-mêmes ne savaient pas les développer. Ils ont fait appel à des développeurs. Et celui-ci a attiré leur attention parce qu'il avait déjà prouvé sa valeur en termes de 3D, alors notamment avec des jeux sur ordi, 3DO me semble-t-il. Ils avaient quand même un savoir-faire 3D que peu d'entreprises avaient. Ils étaient basés en Angleterre, donc au centre de l'Europe, donc il y avait tous les avantages. Mais plutôt que de leur demander de développer ce jeu pour la PlayStation, ils ont carrément racheté le studio
et c'est devenu un studio Sony. Et donc on a eu ce résultat. Donc là on peut bien voir que au niveau des textures, c'est vraiment il y a un cap qui a été franchi par rapport même à Ridge Racer, au niveau de la fluidité, au niveau de la finesse aussi des textures, et puis la vitesse d'animation. On voit aussi, là on vient de le voir là dans les explosions ou dans le filet de lumière qui suit le véhicule, on voit cet effet de transparence aussi 3D. Alors ça que la Saturn par exemple n'arrivait pas à produire. Donc sur les jeux Saturn, tous les effets de transparence 3D comme ça sont réalisés avec un tramage de pixels 1 sur 2, un peu comme on faisait déjà à l'époque sur Mega Drive. Donc ça c'est une fonctionnalité, un peu comme la Super Nintendo avait le mode 7 intégré qui permettait de faire des zooms et des rotations. La PlayStation, elle avait cette capacité à pouvoir afficher des effets de lumière. On le voit aussi, les effets de lumière donc, se reflètent sur la piste, sur les véhicules. On le voit encore mieux dans Gran Turismo. Dans Gran Turismo, c'était même impressionnant. On voyait, il y avait carrément les arbres, le décor qui se reflétait dans le pare-brise des voitures et sur la carrosserie. C'était vraiment quelque chose de nouveau qu'on n'avait jamais vu. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, dans Sega Rally sur Saturn. Saturn était incapable de faire ça. Donc c'est vrai que Wipeout, il a un statut particulier. Il a participé au succès de la PlayStation, en tout cas en Europe. Au Japon, je ne sais pas si c'est bien vendu ou pas, mais en Europe, ça a été un carton. Il y a eu plusieurs épisodes après qui ont suivi. Bon, moi j'ai joué quelques minutes, après je m'en suis très vite lassé parce que c'est pas du tout le type de jeu que j'aimais. Mais je reconnais que c'était impressionnant pour l'époque. Moi, ce qui m'a vraiment passionné sur cette console, je vais faire un petit top de mes jeux préférés. En premier, je vais mettre bien sûr Final Fantasy VII. Ça restera mon jeu préféré sur cette console, je pense. Oui, c'est même sûr. Final Fantasy VIII aussi, qui est sorti pas si longtemps après, un peu moins de 2 ans après, je crois, qui était aussi un très bon jeu. Au début de la PlayStation, avant Final Fantasy, on avait eu Wild Arms, que j'avais fait en version américaine, donc ça c'est le mien d'époque. Wild Arms qui était, alors, au niveau graphique très basique, mais au niveau des musiques, c'était incroyable. Alors, c'était pas très grave qu'il soit basique, puisqu'on sortait de l'ère 16 bits, donc on avait déjà l'habitude des jeux 2D. Il était plutôt beau en 2D, avec des phases de combat en 3D assez moches, mais bon, c'était de la 3D de l'époque, donc ça passait. Donc ça, excellent jeu. Là, j'en vois un autre aussi ici, Parasite Eve. Alors ça aussi, j'ai adoré. Il y avait une ambiance incroyable dans New York, dans le musée d'histoire naturelle. C'était fou ce jeu, l'ambiance. Les musiques aussi étaient grandioses. Donc ça, c'était très bon. Final Fantasy VIII, moi je l'avais fait en version américaine. Donc ça, c'est le mien aussi. Il y a évidemment le Castlevania, donc Dracula X. Alors, bizarrement, moi, j'avais pas accroché parce que je suis pas fan des Metroidvania. Ça n'a jamais été mon type de jeu, mais je reconnais qu'à l'époque, c'était vraiment incroyable. Ce jeu avait aussi une bande-son sublime. Il y a Alundra. Alors ça, je l'ai jamais fait. J'ai pas compris pourquoi. Je ne sais même plus pourquoi je l'ai pas fait. Parce qu'il paraît qu'il est fabuleux. En tout cas, le 1. Par contre, il paraît que le 2 est très mauvais. Il y a Vandelart aussi qui était très bon, mais je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre sur cette console? Bien sûr Tomb Raider. Tomb Raider 1, je l'ai fait sur Saturn. Ça, c'est le mien d'époque. Et ça aussi, on parlait tout à l'heure de Wipeout, qui a été un game changer pour la PlayStation, pour le lancement de la PlayStation. Alors là, Tomb Raider 2, ça a été une autre étape franchie par Sony avec ce jeu, parce que c'était une exclue PlayStation. Et là, je me souviens, je travaillais en magasin à l'époque, j'ai clairement vu énormément de gens qui ont revendu la Saturn pour mon plus grand regret et ma plus grande tristesse, pour acheter ce jeu. Mais bon, je ne pouvais pas leur en vouloir, puisque moi aussi j'avais acheté ce jeu. J'ai beaucoup aimé Tomb Raider 2, bande son aussi sublime. Alors graphiquement, il y avait un cap qui avait été franchi encore une fois. On avait des décors immenses avec je me souviens de halls super grands, on voyait très loin, il y avait moins de clipping, c'était magnifique. Et en version française,
on a eu la chance de l'avoir avec... Enfin, il y avait une version qui était vendue avec 7 cartes téléphoniques. C'était dans un pack blister. Et ça aussi, j'en ai vendu en magasin. Je me souviens, c'était un argument marketing comme un autre. Hein. J'ai pas fait le 3 et tout cela. Là, pour moi, c'était tout pareil. Ça m'intéressait déjà plus. Pour la PlayStation, moi, je me suis concentré après sur les Final Fantasy, les jeux de rôle. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre en jeu de rôle sur cette console Suikoden, qui était très très bon. Suikoden aussi, j'ai adoré ce jeu. Vandal Heart, ça je ne l'ai pas fait parce que j'étais sur un autre jeu au même moment, mais là sur Saturn, qui était celui-ci. Où est-ce qu'il est, où est-ce que je l'ai mis? Là, le voilà. Mystaria. Alors ça c'est un jeu, donc c'était un peu l'équivalent de Shining Force, mais sur Saturn, fait par Sega aussi. Alors des graphismes hideux, une 3D mais vraiment dégueulasse. Visuellement c'était pas beau. Ça suffisait à cette époque-là parce que c'était les premiers jeux 3D, donc moi j'étais indulgent, donc j'y suis passé outre la pauvreté des graphismes, mais c'était vraiment un très bon jeu au niveau du gameplay. Puisque je suis sur Saturn ici, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bon ben voilà, Sega Rally, moi je l'ai eu en version américaine et pas en version française parce qu'il était sorti en premier aux États-Unis, parce que c'était un jeu qui était vraiment destiné au marché occidental. Autre bon jeu, Shinobi. Ah, j'ai adoré ce jeu. Il n'est pas génial en soi, enfin la jouabilité était un peu rigide, mais il était fabuleux. Moi je l'ai fait en version japonaise, alors je l'ai à un autre endroit, mais il était quand même vraiment très très bon. Die Hard Arcade aussi, c'était sympa ça. Nights, alors ça, je me souviens très très bien qu'il était annoncé comme le Mario 64 Killer. C'était ce que disaient les magazines de Sega. Alors c'était pas du tout objectif, hein. Bon, bien sûr c'était le jeu de la Sonic Team. Comme on n'avait pas eu de Sonic sur Saturn, ça aussi c'est une histoire. Il y a de quoi à dire rien que sur ce fait-là. Pourquoi il n'y a pas eu de Sonic sur Saturn? Alors, là, pour simplifier, c'est assez long l'histoire, mais il y a eu des brouilles au sein de Sega concernant le Sonic de la Saturn. Il y en a qui voulaient le sortir coûte que coûte, d'autres disaient ben non, la Saturn n'est pas assez puissante pour pouvoir sortir un vrai Sonic 3D de bonne qualité, même si on peut voir sur internet des routines de Sonic Extreme qui étaient une version démo de ce qu'aurait pu être ce Sonic, qui était pas si mal. Bon, effectivement, on était encore loin de jeux comme Spyro ou Mario 64. Donc, moi, je pense qu'ils ont bien fait de ne pas sortir de Sonic. De toute façon, ça n'aurait pas sauvé la Saturn, quoi qu'il arrive. La PlayStation était indétrônable. Aucun autre éditeur ou fabricant n'aurait pu rivaliser avec la PlayStation. Donc, à la place de Sonic, ils se sont concentrés sur le développement de Nights into Dreams. Alors, c'était un bon jeu. Très bonne musique aussi, mais très limité en termes de gameplay. Une fois qu'on l'avait joué une fois, on n'avait pas envie d'y retourner. Finalement, c'était au final presque qu'un simple shoot 'em up, à part qu'il avait une ambiance vraiment très très sympa. Il avait quand même la caractéristique d'être vendu avec le stick analogique de la Saturn. Stick qui était vendu, enfin ce pad qui était vendu, c'est pas un stick analogique, pardon, c'est un pad analogique qui était vendu avec Nights et qui était vraiment très très bien. La partie là, ici, la analogique, était top. Il y avait une sensation d'ailleurs de vol dans Nights qui valait vraiment le coup. Je profite aussi pour montrer un petit display. Donc là, ici, comme je ne peux pas tout mettre au même endroit, il y a un display de jeu Saturn ici. D'ailleurs, on parlait de Mystaria tout à l'heure. Voilà la version japonaise qui s'appelle Wriggler Saga. Après, il y a des jeux qui font envie, hein, comme ça, par exemple, là, on voit une belle boîte Hokuto no Ken, on se dit, ça a l'air génial, bon, c'est nul. Voilà, au final, là, il y a encore d'autres jeux. Ah, Burning Rangers, ça aussi, ça a été un jeu de la Sonic Team, sorti malheureusement trop tard. Une 3D quand même assez approximative, même si c'était beau pour la Saturn, on était encore très loin des productions sur PlayStation. Last Bronx, très bon jeu de baston. J'avais bien aimé celui-là, bien réalisé aussi, par Sega encore une fois.
Là, il y a tout un tas de jeux. Qu'est-ce qu'on a là de notable? Ben, Sonic 3D. Alors ça, c'était un Sonic en 3D isométrique. Sympa, mais bon, qui n'avait rien à faire sur Saturn, hein, clairement. C'était pas ce qu'on attendait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, ça c'est du Mega CD. Et pour finir avec la Saturn, ici on a quelques jeux en version Jap. Alors il y a des raretés comme celui-là ici. Là ce sont quasiment que des jeux neufs sous blister que j'avais acheté en déstockage à l'époque, ça coûtait rien du tout au début des années 2000, les jeux neufs sur Saturn. J'en ai un paquet, je pense que c'est sur Saturn que j'ai le plus de jeux neufs, avec notamment certains qui commencent à... Ben, par exemple celui-ci, déjà il est rare en occasion, mais alors en neuf, je pense que là, ça c'est une belle rareté. Il y a aussi ça qui est marrant, en Saturn, la version japonaise de Tomb Raider. Alors ça c'est, je pense qu'on le voit direct à l'image, ils l'ont appelé Tomb Raiders, avec un S, alors que là il n'y a pas d'S. Voilà. Alors je ne sais pas qui sont les Tomb Raiders, il y en a plusieurs apparemment. Bon. Ok, Bug, ça c'était sympa ça aussi, Bug. Un jeu développé par Sega USA si je me souviens bien. Un jeu en 3D mais avec une jouabilité type 3D isométrique un petit peu. On pouvait aller dans la profondeur. C'était basique mais moi j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment sur ce jeu. Bon petit jeu de plateforme. Snatcher, c'est pas vraiment une nouveauté, mais là il est neuf, ce qui est quand même assez sympa à voir. Voilà, mais je pense qu'il va falloir que je fasse une deuxième émission parce que je vais jamais avoir le temps de détailler tout ce qu'il y a là. Écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et dans une prochaine, on fera une petite mise au point plus précise sur les jeux. Parce que je vois qu'il y a encore pas mal de choses que je n'ai pas évoquées. Notamment cette merveille. Enfin, cette merveille pour moi. Voilà, à très bientôt. Oh là là, qu'est-ce que je vois là-haut? Oh, des beaux Square Millennium. Oh, du Metal Gear aussi, tiens, j'en ai pas parlé. Mais ça sera l'occasion d'en parler une prochaine fois. Allez, à bientôt.